Coucou, ils sont là, comment vous allez? On va très bien, The Wolf. J'espère que tu vas bien également et que tu as eu des réponses qui te conviennent pour la partie recherche Blue Team présentée sur le Discord. Enfin, on a discuté sur le Discord. Alors, il y a des slides Defcon qui sont sortis, vous en doutez, on peut pas tous les traiter, sinon on aurait des épisodes qui durent des heures et des heures. Mais un mister qui a fait un retex sur... On va faire de la recherche sur Kibana. Ils ont trouvé plein de trucs. Je sais pas si c'est... C'est en tant que bug hunter, c'est ça, ou c'est en tant... Ouais, c'est ça, un bug bounty de Kibana, mais je sais pas si c'est lui qui s'amuse à exploiter dans le bug bounty ou s'il est dans la partie justement dans la... Non, je pense que c'est un bug hunter qui aime l'équipe de Elastic Security. Donc c'est un hunter qui fait son retex, et globalement il s'est déchiré à aller faire des idées de comment est-ce qu'on peut RCE via les workers. Ok, c'est trivial, il y a du playwright, il y a du code, on peut RCE des choses. Mais RCE sur quelque chose qui est isolé du reste, ça change pas grand-chose. C'est isolé, c'est un worker, on s'en fout, c'est en cloud, la metadata elle est bloquée. Sauf qu'il s'est rendu compte, en creusant un petit peu, que dans les fichiers de déploiement, les capabilities NetRow étaient partagées, étaient données en tout cas aux workers, et donc on peut faire un peu ce qu'on veut avec des raw packets. Et il y a plein d'exploits kernel qui se reposent sur des raw packets, et donc en abuser peut être chouette, et même sans abuser côté kernel, parler à l'intérieur du réseau d'un cube, c'est chaud. Et donc voilà, il est revenu pas très longtemps. Bonjour. En fait, on a fait du hard spoofing en plus, et donc on a déglingué les clusters cubes de GKE, donc de Google. Ah, d'accord. Ah. Lol. Dommage. Donc ça a continué avec de la server-side prototype pollution, histoire de comprendre un petit peu ce qui pouvait être fait à l'intérieur. Donc l'idée, on avait parlé pas mal pendant la partie, on a même poké un bon gros dos sur le back-end du CTF de la stack, qui avait été patché, pré-CTF évidemment. Et donc, on rappelle le concept, c'est avoir un clé prototype pour pouvoir aller modifier le constructeur des objets de manière plus large, donc de tous les objets souvent, d'un coup. Et donc là, on va dire donner une propriété shell, et shell, donc proto de shell devient calc, donc ça veut dire que plutôt que de faire, quand on exécute une commande sh-c et quelque chose, ça va faire calc-c machin machin. Mais donc on s'en fout des arguments après, c'est juste qu'on hijack le binaire qui va être exécuté, le nom du binaire qui va être exécuté. On avance un petit peu, fast forward, ils ont trouvé plein de prototype pollution qui étaient pas forcément exploitables. Ils en ont trouvé dès qu'ils l'étaient, et ils ont surtout fait tout un tas de query code QL pour pouvoir être rejoués, éviter d'avoir des régressions dans le code qui va être sécurisé. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est KTH, Kanterhua de Suède, il me semble, je dis pas de bêtises. Donc voilà, ils ont fait tout un tas de règles pour trouver de la prototype pollution, et j'ai hâte de jouer avec. Je vais me mettre en favori pour penser à l'ajouter au lien. Et donc ils ont rendu ça public. C'est trop cool d'avoir un gros cluster de règles qui trouvent des prototype pollution en public. Ils en ont trouvé plein. Il y en a plein qui étaient exploitables, on l'a dit. Et ensuite, ils ont fait toute une chasse aux gadgets, du genre on va chercher des requires, on va chercher des file write, on va chercher de la SSRF, on va chercher des scripts qui sont censés être utilisés que en CLI, mais pour les réutiliser autrement. Donc là, en mettant l'injection d'arguments dans les node options. Bref. Ils l'ont défoncé dans tous les sens. Et est-ce que c'est la fin? Il me semble qu'il y avait un petit truc gaulerie à la fin. Je l'ai relu tellement tout à l'heure, sorry. Son file manager m'a un peu choqué à droite. Ouais, non, en vrai, celui-là, il est vraiment juste full dedicated prototype pollution et le toolset de règles pour les trouver. Mais trop cool. Trop cool, et KTH Langsec a l'air de faire quand même pas mal de tooling, qui est pas commun pour une, je vais dire université, je sais pas si c'est université. KTH Suède. Technical University, c'est une université. Voilà. Donc trop cool. Casser des choses. Il donne les templates des règles, il donne la manière dont elles fonctionnent, etc. C'est du subrepo. Bon. Top, merci. Reste juste à organiser la suite. Force, hein, les formations. Mais cherche les Steph Blue Team, ça discute un petit peu, et vraiment ça pourrait motiver
toi déjà, et peut-être d'autres personnes dans le chat. On en a parlé un petit peu en tout début d'épisode, il y a 1h50 maintenant. Frac qui continue à sortir des issues avec, je sais pas trop, j'ai cru entendre parler de reprise ou rotation un peu des membres. Honnêtement, j'ai pas assez suivi, donc je ne prononcerai donc pas. Mais en tout cas, il y a plein de papiers super cool, que ce soit du punk, que ce soit du web, que ce soit du... Je sais pas, il y a de l'outil, je pense que c'était celui-là, le Frac World News. Quoi ? Allô ? J'ai pas le droit de lire le... Non. Ok. To be disclosed. En tout cas, moi, celui qui m'a vraiment infiniment régalé, et lisez-le si vous pouvez, mais sinon il y en a d'autres à lire, c'est de la RCE à base de Select Only en PostgreSQL, même sans avoir des droits très poussés. Ils ont trouvé un moyen d'aller maltraiter Postgres de manière suffisamment violente pour, via un select, commencer à lister ses droits, commencer à essayer de faire une confusion d'objets qui ont été ouverts, vérifiés, checkés, mais en fait, ça y est, on vient de lire un fichier trop gros, donc ça a viré le cache, mais il y a une clé identique, donc en fait, ça va quand même dire que maintenant on a les droits, même si on a modifié nos propres droits avec un select, juste à cause d'un système de cache. Derrière, une fois on s'est mis les bons droits en faisant des shenanigans horribles, aller refaire du select pour faire choper des confs, donc lire la conf originale, trouver un paramètre à exploiter, enfin bon, allez le lire. Il est beaucoup trop long et complexe pour y faire honneur en si peu de temps, mais ça finit sur du file write via du select pour déposer du .so et le loader, mais ça c'est une partie qui est connue. La partie de conflit avant et de flush de cache pour aller créer des fichiers après avoir juste abusé d'un calcul de clé, assez ouf. Flushing out storage, ça on en parlait. En plus j'aime bien la manière dont ça écrit, dont ça troll avec des petits smileys partout. J'adhère. C'est beau. Voilà, en tout cas du frac tout craché, de la technique pure qui met une claque, et le papier on le lit, on le relit, on met 2-3 jours à s'en remettre, et c'est ça qu'on aime. Frac, VX Adventure, il m'a beaucoup plu, il était super chouette, je l'ai pas encore lu, je croule. On a encore tellement d'articles dans le draft de Veille Techno, si vous saviez. Un GG, Jujutsu, un tool qui est fait, again, en Rust, donc c'est une cargo crate, qui est, à ma compréhension, un wrapper, une surcouche pour toute la partie outils de gestion de code. Il y a un nom, j'ai oublié, pour regrouper Git, SVN, Mercurial et autres. VCS. Synchro. Donc en effet, de toute façon il était là. C'est un wrapper VCS, comment ils disent eux. Oui bon ok. Alors Jujutsu n'est pas comme tout l'autre système parce que en interne il abstract plein de user interface pour les autres version controller algorithmes. Autrement dit, on peut découpler Jujutsu, ce qui est utilisé, et le backend sous-jacent. Et ça, c'est assez cool, parce que ça veut dire que quelqu'un qui sait faire un peu de Jujutsu et que son backend était intégré, il pourra se dépatouiller en très peu de temps, même s'il a jamais fait de Mercurial. Je n'ai jamais fait de Mercurial, si je pouvais ne pas avoir à en faire. Encore qu'il doit y avoir un truc intéressant. En vrai, je troll. Mais en vrai, il doit y avoir cool. un guide to Mercurial, c'est obligé. Oui, peut-être, sûrement. Des alias quasiment équivalents. Comme sur... en PowerShell, sur Windows. Maintenant, il y a curl, mais avant, curl, c'était juste un wrapper. Peut-être... Enfin, il y a curl qui existe, et il y a aussi le curl qui est là par défaut, qui est un wrapper sur... Download Init Content, je sais plus exactement. Je sais plus beaucoup de Windows, mais en tout cas, c'était juste un mapping pseudo-aléatoire des options pour faire croire que t'inquiète, c'est curl, alors qu'en fait, c'est pas curl. Mais les gens aiment bien, ils sont moins perdus. Bref, il existe aussi le vrai curl en .exe, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ce que j'ai bien aimé quand même pour Gigi, c'est qu'ils ont à la fois un système d'output très visuel qui fait qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de faire. J'aime bien. Genre, c'est con à dire, mais c'est efficace, ça fait des petits graphiques, c'est joli. Et ils ont un système de query où en fait on peut, via des petites syntaxes faciles, dire « Sors-moi tous les queries qu'on a, mais qu'on pas ça, mais qui répondent à tel critère, etc. » Donc c'est sympa. Je me dis que faire des espèces de queries d'orc, enfin des
d'orques dans l'history GitHub, ou l'history Git ou l'history Mercurial ou autre, pour de la recherche de failles. C'est sympa, par exemple, un système de inonde et sors-moi tous les commits qui ont mené au changement qui a patché une faille. Comme ça, on voit tout ce qui a été fait en amont et pour voir si on n'a pas d'autre côté silent patché. Donc là, c'est à la fois du visuel, à la fois un outil qui est abstrait et qui est censé avoir des belles promesses. Bon, en vrai, c'est cool, c'est joli là. Enfin, Ouais, on voit les merges et tout. Est-ce que ça vaut un outil supplémentaire? Je sais pas. En soi, il y a déjà LBT, Lazy Git. Il est pas parfait, mais en soi, Lazy Git, t'as déjà tes branches, t'as déjà un petit peu de pattern qu'on voit par là quand tu fais des merges. T'as déjà aussi ton système des différents commits pour le taf fait. À partir du moment où t'as tes branches, tes commits, tes différents worktrees if any, plus un moyen d'avoir des diffs agréables et scrollables à droite. Bon, en vrai, t'es déjà bien. Hein. Ouais, bah ça avait l'air d'être c'est juste une petite amélioration des petits quality of life à Git, tu vois. Moi, quand je fais un Git log, je trouve ça cool de pouvoir voir qu'il y a eu une branche qui a été créée, que sur cette branche il y a eu 2 commits, qu'elle a été émergée. C'est ça. Et que ça nous a amené à là, quoi. Soit tu fais du scripting, tu passes par Git, soit je fais du scripting et par Git, soit je fais du interactif et je passe par Lazy Git. Du coup, celui-là, il est un peu là en conflit, donc je sais pas s'il arrivait plus tard ou si... Bon, le purpose est pas le même. Abstraire la couche sous-jacente et les back-ends, c'est cool, clairement. Mais faut voir ce qu'on y perd aussi, peut-être. Anyway, à voir. En vrai, s'ils font un taf qui est suffisamment propre, ça veut dire que tu peux avoir Gigi dans ta CI et gérer tes backups avec d'un coup 2 systèmes de VCS. Ça, c'est cool. Tu fais des artefacts dans différents formats pour différents besoins de différentes entreprises ou partenaires. Bon. Ouais, c'est ce qu'ils avaient l'air de dire dans le README en plus, qu'ils avaient vraiment un front-end et un back-end. Ouais, ça oui. Mais après, à quel point est-ce qu'il va être fiable? Parce que c'est vraiment le truc sur lequel tu peux pas te permettre d'avoir des discrepancies. À voir. Certainly, j'ai mis un petit moment à comprendre ce que ça fait. Bon, déjà, c'est un petit logo de Gentleman, donc on kiffe. Certainly est un outil offensif qui permet de faire de la capture de larges volumes de trafic dans plein de network protocoles différents dans un bitflip typo squatting scénario. Le tool a été fait pour supporter les recherches sur ce sujet pour la Black Hat USA 2024. Grave cool. Et je me disais, mais ok, mais super, pourquoi on parle de tous ces protocoles pour du bitflip? Et en fait, l'idée, à ma compréhension, c'est que c'est un gros serveur DNS à l'intérieur sur lequel tu vas créer des zones et faire pointer tous les quelques domaines que tu aimerais typo squatter, bitflipper et autres. Et Certainly de Gentleman va gentiment faire du man is the middle et les renvoyer vers les upstream. Donc ils expliquent ça un petit peu. Voilà, ça fait des autoritative serveurs, ça va servir des Apex domaines, répondre aux questions avec les zones, machin. Et la phrase importante, c'est ça. Certainly is trying to play nice and not to break anything longer than necessary. Pour ces raisons, il va y avoir un TTL2. Ça va. Essayer de pas péter les choses. Ça va proxifier tout ce que tu fais sur les upstreams officiels que tu lui as indiqués. Donc c'est littéralement pour aller voler du trafic d'outils légitimes qui reçoivent beaucoup de trafic pour être assujettis à du bitflip. Donc c'est pour aller taper du GAFAM. Ou n'importe quoi, mais juste les probas d'avoir des requêtes qui viennent sont vachement plus fines. Donc en vrai, ça me chauffe presque dans Setup 1 pour voir ce que ça donne, puisque ça va être très rigolo. Qu'en est-il de la légalité d'un projet comme ça? Je veux dire, là c'est du code, c'est ok. Le fait d'en déployer un swap, à soi pour aller choper toutes les requêtes qui viennent vers Gaggle et choper les tokens de session et voir ce qui se passe et surtout automatiser le fait de les relayer en upstream vers le vrai Google et laisser la session s'établir et voilà. C'est du honeypot plus quoi. C'est un très gros honeypot. Et surtout tu dis quoi après? Genre... For educational purposes. Tu dis soit for educational purposes et ok, soit c'est du red teaming et là ok c'est bien mais il faut quand même avoir un certain temps avant d'avoir un bitflip ou alors à taper des très grosses boîtes, ou alors c'est pour taper des creds, les revendre et faire du dark. Voilà.
It's something. Par contre, bon, les gars, un petit Docker, genre aller faire des sudo mkdir et des trucs comme ça sur un host. Peut-être qu'il dit qu'il y a une vraie raison pour faire ça. Mais faire tout en système CTL à l'ancienne alors qu'on pourrait faire... En plus, c'est en Go. Non. On pourrait faire une image distro, c'est un beau truc pour ça. C'est trop dommage. Mais en tout cas, concept intéressant, implème intéressante. Kiff. Poup. Alors, Lucas, I guess. Stéphane Co, qui a présenté une RCE sur le Xiaomi 13 Pro. Et donc, il y a le POC, c'est... l'histoire vraiment compressée, c'est je visite une appli dont la WebView va se faire embêter. Je visite un site qui va aller embêter une WebView. Je la refais. Je visite un site qui va ouvrir une appli, qui va ouvrir une intent pour aller ouvrir une WebView. WebView dans laquelle il y a trouvé un deep link pour avoir une XSS. XSS qui va refaire une intent un peu plus complexe vers une appli... c'est Huawei, c'est Xiaomi, c'est Huawei, c'est Xiaomi, qui va faire donc c'est un attaque sur une appli Xiaomi qui elle est vachement privilégiée sur le téléphone et peut de ce fait exécuter tout un tas d'installations de système et derrière bam, installation d'applications sans le consentement de l'utilisateur, shell, etc. Mais paf, pouf. Ouais, c'est quand même du beau schéma. On revient un petit peu en Android 4.3, 4.0.3 où une WebView suffisait à se faire péter. Et donc il donne ses slides et en fait c'est un régal. Mais genre c'est vraiment un régal parce qu'ils se sont fait mais troller dans tous les sens. Pourquoi c'est pas du vrai plein écran? Au secours. Ça. Yes. Alors c'est une équipe, ils ont voulu se faire un point to own, ils ont une super bonne tête, ils ont l'air de se régaler. Et concrètement ils ont décidé de choisir le Xiaomi 13 Pro, device, cash price de 40 000, etc. Ils ont commencé à creuser. Puis ça on regardera après la timeline. Ils se sont rendu compte que le device s'était fait éclater, donc en sécurité il y avait de quoi faire vraiment grâce aux applis de Samsung ou grâce aux applis pré-made pour les autres téléphones pour faire de l'installation d'applications. Ça part timeline et donc ils achètent un device. Petit 1, on se rend compte que super, il y a 2 devices pour les différents pays et différentes législations et différentes bandes d'antenne aussi, hein, et qu'il n'y a pas vraiment les mêmes configs, il y a différents firewalls, firmware, pardon, il y a différents sets d'applications qui sont installées qui vont plus ou moins aider à l'intégration ou augmenter la surface d'attaque. Cool. Et en gros, suivant la région, il y a une appli qui s'appelle GetApps qui se fait mettre présente, pas présente, il y a Opera, Yandex, WhatsApp, suivant les régions du monde. Et donc en surface d'attaque, c'est cool, ça fait plein d'applis. Et donc il suffit de, comme il dit, reverse 400 applis. Super. Donc ils se sont focus sur celle du vendor parce qu'ils pensent que sur un téléphone Point1, il y a peu de chances qu'il y ait des applis tierces. Donc en tout cas, plus de chances qu'il y ait celle-là. Ils creusent, ils se rendent compte que c'est basé à la région ou à l'antenne GSM, ils savent pas trop. Ils trouvent quand même une intent de GetApps qui peut être provoquée pour trigger une WebView qui, elle, en creusant un peu plus, il y a des fichiers paquets qui vont aller récupérer, extraire machin, jusqu'à trouver des paramètres parsés. Et attention, donc là ils ont une WebView valide, on va un peu plus loin, les fichiers parsés on en parlait, du décodage dégueulasse, du sync, quelques jours de recherche plus loin, un parseur et sanitizer de XSS interne, whatever, in the end, XSS dans la WebView. WebView qui est dans GetApps et qui a de ce fait le droit d'appeler les intents de GetApps, donc il n'y a plus de restrictions, qui va faire une intent pour demander, avec un peu plus de contexte privilégié, d'aller installer. Donc au début il fait des tests avec des toasts, mais ensuite ça va être du marketapi.install tel ID d'application, puis puis de l'ouvrir, donc install and exec. Et bah du coup il a push l'application qui les intéressait, ils ont push l'application qui leur intéressait sur le market de GetApps. C'est un fork de Drowser, qui est un outil pour faire du pentest Android avec une petite app embarquée, tester des intents, Android Fuzzer, Intent Fuzzer. C'est chouette, c'est pas la readme la plus aguichante, mais l'outil est vraiment nice, et il y a pas mal de vidéos explicatives. Je pense que c'est peut-être plus sympa de regarder ça. En tout cas, on l'avait couverte il y a pas longtemps. L'idée c'est vraiment de pouvoir fuzzer et tester des intents. Vous voyez ça comme un Frida, mais pas basé pour l'intérieur
d'une application côté mémoire, mais plutôt pour le fonctionnement avec les applications adjacentes. Et tout le système d'intent en particulier. Et donc, ça installe de l'application, ça la run, ça tape une RCE, trop cool, et derrière, ils ont voulu le fiabiliser pour que ça marche pendant le Point One, qui était à Vancouver. Ouais, qui était à Vancouver. Donc, ils ont montré la vidéo de RCE, timeline, super, et ça part en troll, de wait a minute, c'était trop simple. Et c'est à ce moment-là que ça se passe plus comme ils l'ont voulu. Là, ils se font défoncer. Il y a du patch, ils ont beaucoup changé la GetApps, la fonction GetApps pour qu'il y ait plein d'actions qui étaient possibles qui ne le soient plus, qu'il y ait tout un système de flow et de token en plus pour l'installation d'applications, donc vite fait du whitelisting. Ils arrivent à se rendre compte que c'est pété, mais à le bypasser quand même, à trouver des endroits où il y avait quand même des régions qui avaient un comportement encore plus différent des autres. Ils se sont rendus compte... Donc il y a tout un tas de questions de thunes et de légalité de est-ce qu'on a le droit d'envoyer tel téléphone qui est un prototype à un autre endroit, est-ce qu'on a le droit est-ce que ça vaut le coup d'envoyer un téléphone à 1000 balles par la poste? Ce genre de questions. Ils ont ouvert un office à un endroit, ils devaient y aller, il y a eu une annulation, du coup ils ont envoyé une autre personne, enfin c'est un gros bordel. Timing de recherche dans la zone géographique concernée parce qu'ils n'arrivaient pas à reproduire le changement de zone. Un enfer. Timeline qui se complique, et donc ils se sont dit bon c'est trop chaud, on va juste en acheter un deuxième. Et ensuite ils se sont refait goumer par le patch cycle de Xiaomi. Et donc là tu te dis que ça fait 2 fois que tu te fais niquer tes exploits, tu commences à vraiment vriller intérieurement et te dire pourquoi est-ce que je me suis embarqué là-dedans. Ça continue, ils ont commencé à me dire est-ce que c'est ok si est-ce que la région compte pour l'exploit, est-ce qu'on peut demander d'exploiter un téléphone dans une région en particulier, etc. Parce que c'est très flaky comme setup. Ouais, ils finissent par réavoir un exploit stable. Quand, petite mise à jour, ils ont commencé à enlever les fichiers qui étaient utilisés pour la XSS initiale pour l'un des steps. Donc les fichiers ont été supprimés. Merde, mais ils sont encore présents dans certaines versions. Ok. Ah non, en fait, ils sont supprimés quand c'est à jour. Par contre, il y a quelqu'un qui était vulnérable. Enfin, ils sont pas installés pour un téléphone neuf, mais quelqu'un qui était vulnérable, l'application ne va pas supprimer les anciens fichiers. Ils sont juste plus présents. Donc j'étais vuln si j'ai mis à jour, j'étais vuln si j'ai pas mis à jour. Si j'ai un device fraîchement sorti du camion, je suis pas vuln. Et bien sûr, il y a des whitelistings vachement plus agressifs qui ont été faits pour qui a le droit de communiquer avec la WebView, donc ils se sont fait niquer leur exploit, ils commencent à vraiment rager, tout ça. Et ils se sont fait bloquer, et toutes les autres équipes se sont fait niquer pareil. Donc ils ont quand même eu des rewards pour installer une application, mais ils ne pouvaient plus installer n'importe quel type d'application. Donc vraiment très très agressif le système de patching. Les browsers, bien sûr, qui pouvaient servir à XSS en tant qu'application whitelistée se sont fait rajouter en deny, sinon c'est pas drôle. Tout le monde, pour l'exploit de ce device, a commencé à annuler le fait de vouloir ne serait-ce que contest. Donc soit ils ont échoué, soit ils ont dit même on ne veut même pas tenter notre chance. Et le truc, là où c'est vraiment horrible, c'est que voilà, donc Xiaomi peut patcher vos bugs, vos RCE de manière complète en quelques heures. Ouais, comment le dire Il utilise les mots gentils là. Ouais, voilà, ça parle sur les patriarches et matriarches. Et par contre, là où c'est vraiment scandaleux, c'est qu'ils ont fait ça pour que le téléphone ait une mauvaise répute. Non, il ait une bonne répute et il n'ait pas une mauvaise répute pendant le Point One. Sauf que the browser blocking code is removed from GetApps et les applications peuvent être installées à nouveau comme normal. Ils ont fait des breaking change sur tout leur écosystème pour péter les failles des chercheurs, pour enlever les mitigations après le Point One et dire en fait on s'en fout, on les revend en mode non sécurisé. What? Ils ont fait un patch qui a vraiment bloqué des attaques de chercheurs. Ils auraient pu être fair play et quand même leur donner un petit reward, un petit quelque chose et paniquer des semaines, voire des mois de recherche pour plein de gens. Et en plus, outre avoir fait le taf, mais de manière un peu putesque, ils ont retiré le taf parce que ça les arrangeait pas, ils ont remis les utilisateurs à risque.
Donc Zydia, il a quand même donné des numéros de CVE, mais juste maxi scandale. Et donc ça a ragé un peu, il y a quand même eu de la CVE pour des failles qui du coup étaient à nouveau introduites dans le device, donc ça voulait plus rien dire. Ils ont quand même eu les CVE. Xevis Security Expresses. Un grand merci à l'équipe Vitel pour avoir travaillé avec Zydia et nanana. Outstanding and Professional Security Experts. Ouais, c'est un copier-coller ça. C'est du copier-coller pour un truc où tu t'es fait cracher au visage. Surtout que tu les as bloqués pendant les 24 heures, enfin pendant les 72 heures du Punto-on. Mais même avant, genre tu fais 4 updates successives, surtout de trucs qui sont vraiment... Là c'est clair qu'il y avait du logging sur le device, donc peut-être qu'il aurait dû être bloqué ou mis dans une zone sans réseau ou autre, je sais pas, mais c'est du dick move monstrueux. Ouais, mais sans réseau, t'as pas le store, tu peux pas installer l'app. Non, tu mets du réseau, mais tu whitelist... Ouais, non, enfin... Faut être ultra agressif sur le pinning, faut arriver à tout bloquer par défaut et ne faire passer que ce qui t'arrange vraiment pour pas que tes télémétries qui remontent, mais entre le serveur de installation d'application et télémétrie, s'ils ont un host en commun, faut en plus que tu switches en fonction de quel pass tu bloques ou non. C'est chiant. Mais faut croire que là, vu comment ils se sont fait maltraiter, c'est chiant, mais pour Xiaomi, ça a l'air d'être nécessaire pour faire la recherche chez eux, quoi. Sinon, tu te fais cramer tous des trucs instant et c'est la douleur. Bref, ressortez la salière du début de stream si vous êtes toujours dans le chat, parce que clairement ça a dû être très 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 dur à vivre. Moi j'aurais brillé. Clairement j'aurais câblé. Un article de Asia Times, donc je regarde pas trop ce site, mais enfin les sites un peu moins pure tech, en tout cas pure tech informatique j'entends, mais des fois j'ai Google qui me ressort des petits trucs que je me suis laissé tenter. EUV, lithographie, chip making revolution au Japon, il y a des papiers de recherche qui sont sortis et c'est assez ouf parce que donc ça parle bien sûr des différents besoins de TSMC qui gravent, qui galèrent pour faire 3 nanomètres puis bientôt 2 nanomètres, mais c'est vraiment la galère, sur le fait que les US n'ont pas le droit de vendre les techniques de lithographie trop avancées à la Chine pour la compétition et éviter de se faire devancer, etc. Donc la Chine galère à faire moins bien que ce que fait Taïwan. On le sait, Taïwan monopole. Taïwan le sent. Mais là où c'est cool, c'est qu'il y a des chercheurs qui ont trouvé... Attention, c'était quoi ? C'était Lens. Percent. Allez. 1%. Ouais, voilà. Alors, ils expliquent qu'ils ont trouvé un nouveau process. Donc, professeur Shintake, que je ne connais pas personnellement, vous en doutez. Ils ont une dizaine de miroirs pour arriver à faire un système de patterns en zigzag pour graver exactement ce qu'ils veulent par lithographie pour faire nos petites chips, pour qu'on puisse faire brrr avec l'IA, globalement. Et qu'ils ont trouvé un moyen de réduire de 10 miroirs à... Bon, je vais lire en entier. Avant c'était des miroirs, sauf que à chaque fois qu'il y a un rebond, ils expliquent que ce système-là, il bouffe 40% d'énergie par rebond, donc en gros après une dizaine de réflexions, t'as plus que 1% de ce que t'as mis au début, donc faut pas tâter, faut du gros matériel, ça coûte en énergie, tout ça. Bon, ça vient, well more than 10% de only. Voilà. Ils ont trouvé un système pour n'avoir que 4 miroirs ou objectifs pour faire ce système de réflexion. Donc juste ils ont vraiment fait des schémas, ils sont plus bas, voilà. Ça passe de ça à ça, donc ok, il en faut un qui soit un peu plus spécifique et que ça passe à l'intérieur en x2, mais le process a l'air vachement moins relou quand même. La consommation, pareil, la précision, moins de distance, moins de diffraction, moins de problèmes. Hein. Donc à voir si c'est yet another buzz article, ou si vraiment on va avoir des trucs plus propres, moins chers et... On va pas sauver la planète, hein. Si c'est moins cher, on va juste en faire 10 fois plus. On est humain, on n'est pas très smart. Mais voilà. Je trouvais ça intéressant de voir un truc un peu hors sécu, ça pourrait avoir un impact direct et assez drastique. On enchaîne avec un article de YesWeHack qui nous a proposé, donc bien sûr, hein, si pour les quelques-uns qui restent, on termine par le plus juicy, les articles de Orange. Gardez les quelques neurones qui restent. Pause pipi, c'est maintenant, si vous avez besoin. Après, pas rater le contenu d'Orange. Donc, article YesWeHack sur du templating. Donc, derrière, on retrouve Brumens, dont on cote régulièrement le travail, qui est un humain très chouette.
Et globalement, ils ont repris des payloads de SSTI, mais qu'ils ont essayé de généraliser, rendre un peu plus malléable pour vraiment donner les building blocks pour pouvoir faire de la SSTI dans n'importe quel langage. En fait, en regardant quelques-uns, les primitifs, c'est souvent les mêmes. C'est péter un bout de contexte, choper les built-ins qui vont bien, ou récupérer des objets qui ont déjà les bonnes méthodes, ou arriver à Ouais, non, c'est ça. Python, ça va être récupérer des références, des choses intéressantes. Ah si, il y a aussi un bloc utile, pouvoir recréer des strings à partir de pas grand-chose, sinon c'est compliqué. Donc avoir un truc qui exec et avoir un truc pour faire du string. Donc un qui fait du string, un qui fait du exec. On met les deux ensemble, ça marche. Un qui fait du string à partir de pas grand-chose, un qui fait de l'exec ou du pass-through, et on met les deux ensemble, bam. Et on continue, et c'est une bonne cheat sheet. C'est une bonne cheat sheet et qui montre bien que tant qu'on a de quoi faire l'un l'autre, ça fonctionne. Et ça m'a fait plaisir de retrouver Razor pour du ASP.NET parce que j'en ai pas vu depuis très longtemps. Et j'avais dû faire ça à l'époque et j'avais un vieux truc éclaté. Qui marchait. Mais voilà, une petite bible en plus. Ça resservira. Spotify, qui j'espère ne se prendra pas de procès pour abus d'image de Spotify, parce que c'est jamais très loin, les claims, on connaît. C'est yet another endroit pour héberger des exploits, des POC, de la recherche autre. Il y en a 15 000. Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un de plus? Je sais pas sûr. Mais en vrai, elle est plutôt agréable à utiliser, et juste le fait de pouvoir dire POC, trier par date et regarder un petit peu ce qui est sorti de récent, c'est cool. Le truc est fonctionnel, ça dit un peu qu'est-ce qui est pris où. Que se passe-t-il? Allô? Ah oui, c'était en train de filtrer. Bon, par contre, tout le truc se fait côté front, donc c'est un peu lent. Mais voilà, POC, je me suis rendu compte que du coup, il y avait un POC pour régression. Et on avait présenté l'article abus de SSH à base de signaux qui avait l'air vraiment violent. Et donc là, c'est juste un petit pointeur vers les bons liens. Si c'est community-based, peut être très chouette. Et il a l'air monstrueux en vrai, le exploit. Bon, forcément, les primitives réseau pour envoyer des paquets, faire des on-check, machin. Mais derrière, il y a les primitives de signaux. Et ça a l'air vachement moins funky. Avec des structures et tout. Voilà, on n'a pas le temps pour ça. En tout cas, voilà. Un outil assez pratique pour récupérer plein de POC. Si vous n'arrivez pas à les dorker, ça vaut le coup d'aller faire un petit check visuel, des fois que ce soit dans le coin. Ça, c'est un truc qui est bien, mais qui est aussi très frustrant. On a tous eu des petits challenges à base de bytecode Python à décompiler, ou voire à générer. Et les outils open source qui font ça commencent à dater, ont plus une nécessité ni un support énorme. Si on cherche PyYC, Python, décompile... que j'avais un autre, ça, pardon. Voilà, il y a Bandy, donc il le faisait déjà un petit peu. Il y en a sûrement d'autres qui permettent de faire... Est-ce que c'est n'importe quoi ce que je dis? Security, PyCQA, Free Software, Tool Design to Find Common Security Issues in Python. Non, pas du tout, aucun rapport, pas Bandy. Il y a des tools qui le font. PyDump, PCCap sûrement, Python PYC Dump et autres. Et ça m'attriste de voir qu'il y a des gens qui veulent faire un SaaS pour décompiler du bytecode Python plutôt que de juste contribuer au projet open source et que tout le monde en bénéficie. Pilingual a l'air de très bien marcher, mais GitHub ou GitLab, Pilingual, il y a un truc pour faire de l'interface entre du C++ du Python, mais il n'y a pas des bytecode obfuscateurs. Des parseurs de bytecode. Ce serait plus approprié. Donc voilà, c'est un peu la loose de faire un SaaS pour ça. Mais bon, à côté, j'ai testé et vraiment les résultats sont assez bluffants. Donc quand je pourrais vous montrer ça, petit coup de vidéo. Sans le son. L'idée c'est que vous prenez un sample, donc faites-en à vous, testez avec leur sample à eux, bien sûr que ça va faire un résultat agréable, mais ils donnent la manière d'en générer. Et le simple fait d'envoyer un sample qui d'habitude serait assez dégueulasse illisible, là on a du beau code Python qui dit ce que ça fait. Donc tout un tas de challenges qui étaient complexes, qui vont devenir vachement plus triviaux. Et le tout au prix de c'est un SaaS, on sait pas comment c'est fait. Donc mais je vois à ta tête que toi aussi tu mets.
Ouais, mais c'est libre et c'est dispo sur internet et c'est gratuit. Yep. Ouais, mais c'est gratuit. Jusqu'à quand hein, c'est un SaaS. C'est gratuit tant que les mainteneurs disent que c'est gratuit. Exactement. Ouais. Alors, je veux vraiment finir sur celui d'Orange, donc juste. Il y a un gars, Arisek, qui a fait des labs et un petit peu de tooling pour pouvoir s'amuser à refaire les payloads qu'on va présenter et l'attaque sous-jacente. Le lien sera avec, mais je tiens vraiment à terminer par celui d'Orange, que ce soit lui, la star de ce soir. Parce que il a mis une trempe à HTTP serveur. Les potes, plus je lisais l'article, plus j'étais en mode issue de luxe. Alors, concrètement, il avait, il y a quelques temps, regardé le code de HTTPD et il avait dit « Oh, il y a quelques codes SMEL, il y a plein de modules qui vont lire, écrire dans une structure partagée, chacun son tour, sans trop savoir ce que les autres ont fait dessus. Ça sent le design fishy ou ça peut pas bien se passer. » Ok. Autre petit truc à dire avant de commencer. Parce que TLDR, on va le faire. Hein. Donc, comme il le dit, un point d'interrogation, ça peut... Vraiment, là, littéralement, un point d'interrogation encodé. C'est la payload la plus deadly de HTTPD. On l'avait tous devant les yeux et on n'en a pas fait grand chose. Le payload est trivial et vous allez voir que les exploits et les use cases sont insane. Vraiment insane. Abus de read-write route pour choper un préfixe et derrière avoir file read, SSRF, autres. Comboter ça avec le point d'interrogation pour avoir des problèmes de normalisation entre URL et file et du coup avoir plein de dingueries. Et last but not least, un tricks de XSS qui date d'un bout de code initiaux de HTTPD, enfin pas initiaux mais en tout cas très très vieux, pour faire de la RCE. Et voilà quoi, il est fait bon, j'ai fait un petit peu de recherche sur HTTPD, je reviens avec 3 types d'attaques, 9 failles, 20 techniques d'exploit et 30 cas réels. Et à la fin de son article, il s'excuse en disant « Désolé, j'ai pas eu le temps de montrer plus de preuves d'exploitation de la vie réelle, mais t'inquiète, on te croit, tu es incroyable. Merci, ne change rien. » Et donc l'article fait des kilomètres. Donc je vais essayer de prendre les parties les plus marquantes, mais je ne ferai jamais honneur aussi proprement que cet article. Waouh, je ne rendrai jamais assez honneur à cet article. Donc on commence. File name confusion. L'idée, c'est de profiter du traitement des différents modules, en particulier mode rewrite, pour se rendre compte qu'ils vont regarder à un endroit s'il n'y a pas, un peu plus loin, s'il n'y a pas un point d'interrogation. Et c'est vraiment, ça boils down, ça revient au problème. Faut que je parle un peu moins vite. Ça, comment tu dirais ça? En français, it boils down. Ça se réduit, ouais. Ouais, ça se restreint au problème de... Ça se résume, merci. Différents modules qui vont considérer l'attribut rFileName de la structure qui se passe entre tous les plugins pour gérer la requête. Des fois, certains vont dire c'est une URL et donc virer des bouts de choses. Des fois, ils vont dire c'est un pass et donc le prendre en compte. Et décoder des choses au passage qui n'auraient pas dû être décodées parce que pour 103F, ça peut apparaître dans un autre fichier, ça peut pas apparaître dans une URL quand tu l'as sous sa forme la plus propre. Bref, c'est un bordel. C'est un bordel, on descend un peu et on se rend compte que donc avec ce système de normalisation, si tu tapes un user orange, un bout de passe encodé et un point d'interrogation à la fin, ça va se faire normaliser vu que c'est une URL plus truncate à la fin. Ok, cool. Le fait d'avoir ça fait que, le fait d'avoir ça plus un mécanisme de fallback de Apache qui va toujours essayer de taper ce qu'il y a au début de ton... Je vais pas avoir les mots-clés assez proprement. Il tape le root puis un fichier. On le verra plus en détail plus tard, don't worry. Mais en gros, juste, t'as un GIF, tu vas te débrouiller, donc un GIF qui est un polyglotte avec du contenu PHP à l'intérieur, avec un point d'interrogation plus des choses dont on n'a pas grand chose à faire, ça va se refaire parser, aller attribuer un meme type et derrière forcer à ce que le GIF soit donné au handler de Apache. Donc il y a tout un système, vous allez voir, de problèmes de normalisation file name URL et de problèmes de quel handler ou de quel plugin va être invoqué à la suite de ça.
pour changer la manière dont un fichier est vu en termes soit de endroit où il est stocké, soit de qu'est-ce qui doit être fait après sur le pass qui a été généré, soit sur quel meme type lui associé, donc quel handler va le parser, va l'exec, va le patouiller. Il y a du bypass d'ACL, parce qu'il s'est rendu compte aussi qu'avec le système de rewrite et du point d'interrogation, il y avait moyen d'aller avoir le préfixe de la suite, enfin le préfixe du file name dans la structure une fois qu'il a été modifié, et donc si on se débrouille pour avoir une rewrite rule qui fait que Tototata va se faire transformer par rien puis le préfixe contrôlé, on peut avoir de la SSRF, on peut avoir de la normalisation pour aller passer ça au socket, soit en FastAGI, soit en FPM en interne. Je sais pas quoi vous dire, je sais pas comment le présenter, cet article, il est dense, il est touffu, il est généreux. Il a trouvé un moyen du coup pour abuser de cette normalisation pour que je le présente pas bien, ça me fatigue. C'est que des questions tricky, voilà, comme on dit, qu'est-ce qui est correct, on a cette config Nginx, cette config HTTPD avec un document route sur var HTML, normal, une rewrite rule qui a pas l'air trop choquante, celle-là, donc juste tout ce qui commence par HTML, on veut le faire commencer par / quelque chose, fine, sauf que on a j'allais dire, celle que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, le fait qu'on puisse avoir un fallback. Pour chaque rewrite rule, Apache HTTP Server va toujours essayer d'ouvrir à la fois le fichier sur le document route et sans le document route. Vu que souvent sur le document route, donc sans le préfixe, ça n'existe pas, il va essayer de le taper à un endroit en dehors du document route. Donc pour chaque tentative, by default, il va essayer d'accéder à des fichiers qui n'ont rien à voir. Magie, pourquoi pas. Ce que ça implique aussi, c'est que si on contrôle avec un slash au début, on peut lire à peu près partout. Comboter ça avec donc un préfixe contrôlé ou un point d'interrogation et voir les payloads magiques. Voilà, code disclosure. Le fait d'aller taper sur des CGI bin en download CGI, mais avec le petit point d'interrogation à la fin, fait que ça va être parsé en mode file system URL, oups, truncate à la fin, et ça va pas l'exec, ça va afficher le code source. La magie de la structure interne et de la confusion entre différents protocoles qui essayent tous de sanitize quelque chose, mais qui se confusent les uns les autres, donc c'est dommage. Il y a aussi un système où, en allant abuser du vhost au passage, on peut taper un fichier qui est sur un autre vhost qui a un meme type statique, mais à partir d'un fichier PHP qui lui doit être exec. Donc commencer à récupérer les secrets qui étaient dedans. Dommage. C'est que des dingueries comme ça, cet article. Image extrêmement précise et représentative de ce qui se passe. Il y a des livres, il y a des choses à faire, et il a trouvé les 2-3 inputs qui foutent le maxi bordel. Et donc il a commencé à péter un câble sur un système de gadgets où, en regardant tout ce qu'il y avait dans user share qui était déjà trusté ou qui était déjà accessible, parce qu'on ne peut pas forcément, suivant si on a un traversal, si on a une confusion, accéder à n'importe quoi, parce qu'il y a quand même des directives de deny dans Apache. Il s'est dit, dans user share, qu'est-ce qu'on a ? On a déjà pas mal de choses, genre des mots de passe pour du JTip, du Tomcat, on a des sockets, donc pour de la WebSocket, on a des fichiers pour aller dumper l'env. Donc on a vu qu'on a un fichier de PHP qui est exec, qui on pouvait forcer à ce qu'il soit read. On a aussi de la lecture arbitraire sur tout le système, donc les clés en tout genre. Même si on a de la lecture que partielle, on peut se débrouiller pour aller taper dans des liens symboliques dans user share. Il a matraqué. Donc bien sûr, ça dépend de règles de rewrite un peu custom, mais le truc c'est que il a tellement trouvé des bugs profonds dans le code de HTTPD qui impactent tout, que si vous avez des règles, vous avez des fortes chances d'en avoir une qui backfire. Que ce soit un alias, que ce soit du rewrite, que ce soit un enchaînement de plugins un peu malencontreux. Donc là, il profite par exemple d'une disclosure de file arbitraire n'importe où sur le file system pour reflect un fichier HTML qui lui est souvent là by default pour trigger de la XSS. C'est du pur génie. Donc bien sûr, il y a de la LFI, on laisse du file file read, pas include, mais en vrai, il y a tout ce qu'il faut aussi pour faire du vrai include, pour faire de la RCE, pour faire de la SSRF as a feature.
Scroll. Donc, j'ai remonté juste un petit coup. On a dit la première qu'on a vue, c'est la Final Confusion avec le point d'interrogation qui a été encodé entre les deux. L'autre, c'est le Document Root Confusion, donc qui fait que quand on a du read-write et un document root, ça va essayer toujours, HTTPD va essayer de le taper sans puis avec document root, parce que des fois il y en a un qui marche, des fois l'autre pas, et il n'y a pas de vraie conclusion. Et le troisième, c'est le handler confusion, donc c'est aller abuser la manière dont le fichier est analysé, compris dans le memtype et set, donc soit memtype de la requête HTTP, soit dont on va dire directement utilise tel handler. Donc une configuration HTTPD un petit peu foireuse qui fait qu'on pourrait avoir l'input reflété dans le handler. C'est un peu plus rare, je présume, donc add handler ou add type. Handler, vraiment, ça veut dire ça va être exécuté par du PHP ou ça va être exécuté par ça. On comprend qu'on bind l'association.php à ça. Add type, on pourrait juste se dire c'est pour le memtype de retour, mais ça implique aussi quel est le handler qui va être utilisé. Les deux sont à peu près interchangeables. Ce que ça implique, c'est que si vous contrôlez le memtype dans une réponse et que vous arrivez à refaire un petit round d'évaluation, n'importe quel contenu reflété dans une requête peut RCE. Et c'est monstrueux. C'est monstrueux parce que ça veut dire, on va revenir plus tard, donc override handler. On dit override handler, ça c'est de la config flinguée il me semble, mais don't worry, il y a des plugins qui se tirent dans les pieds eux-mêmes et qui sont déjà by default dans la page, donc il y a moyen de faire ce qu'il faut, en particulier le mode security, dommage. Par exemple, mettre la content length foirée fait qu'il n'arrivait pas à analyser le contenu en entier. Donc il n'arrivait pas à se dire que c'est bien un fichier PHP. Donc il y a un bug, il n'allait pas lui set de memtype, donc plutôt que de l'exécuter, il allait le lire et l'afficher. Un content length foireux égale une lecture de fichier PHP qui contient des secrets, qui permettent de forger, qui permettent de créer des comptes et de RCE. Cool. Il y en a bien sûr qui n'ont pas été totalement disclose. Il y a le fait de pouvoir set des handlers arbitraires en fonction du content type. Et il y a aussi donc un script CGI, donc ça c'est du legacy, qui quand on a un local pass query quelque part, dit « Ah, je sens ça n'a pas été analysé et éval en entier, donc on va refaire une passe au cas où. » Et donc il y a moyen de faire de le maltraiter. Vous allez voir là le petit sample de fin qui est monstrueux. Donc voilà, c'est juste faire un petit exemple en Perl avec de la CRLF injection dans la redirection. Donc en gros, ça prend un paramètre R en get, ça vérifie que ça commence par que ça match HTTPS et ça dit redirection HTTPS // quelque chose. Mais ça vérifie pas qu'il y ait de new line. Et c'est du print, c'est pas une fonction qui va ajouter un header, c'est vraiment juste écris ce texte s'il te plaît, incluant les new lines. Et du coup, il se dit pour mimiquer un serveur statut qui dit il faut être en local pour le taper, bah là, il dit t'inquiète pas, voilà mon URL dégueulasse, URL qui va juste se faire print dans. Donc, il y a bien sûr, on a une redirection à envoyer à l'utilisateur, mais on a aussi le content type envoyé. Et il va utiliser l'injection CRLF dans le location pour aller tèche ce content type et ajouter celui qui lui intéresse, ici serveur statut, pour récupérer un serveur statut. Donc là, c'est access feature interne à partir de request smuggling pour spoofer le memtype et invoquer le handler arbitraire. Pouah, but wait, there is more. Wait, there is more. Bien sûr, on peut demander qu'est-ce que le content type soit du HTTP. Sauf qu'on contrôle aussi le body qui est derrière. Donc c'est monstrueux, encore plus. Avec en plus le petit 3F pour faire un petit coup de confusion. Vous pouvez même avoir de la SSRF qui va aller fetch du contenu quelque part, qui va ensuite se faire exec par PHP, parce qu'on lui a dit t'inquiète, il y a le bon memtype. Il y a même de la SSRF Unix, enfin c'est juste incroyable le nombre de dingues qu'il a trouvé pour, via d'un content type qui a été bidouillé via de la CRLF, avoir un proxy vers une socket FPM Unix de PHP pour aller faire du FastCGI et d'aller abuser de PeerCMD qui est là by default pour toute la partie. C'est un utilitaire CLI pour PHP. Pour aller abuser de ça, lui mettre des paramètres arbitraires et exécuter les trucs. Je sais pas ce que t'en penses, très cher Dry, mais moi ça m'a éclaté le crâne. Et je voulais terminer par celui-là parce que
Parce que c'est pas comme si c'était un composant qui avait peu été regardé, quoi. Ouais. HTTPD, c'est une base, l'une des bases du web qu'on utilise tous au quotidien. Et il l'a ruiné. Il l'a ruiné. Ah oui, Apache HTTPD qui se fait trouer dans tous les sens comme ça, et puis c'est pas un point d'entrée unique qui t'emmène sur 15 vulnérabilités, c'est 3 grands points d'entrée, grandes idées, et derrière ils ont chacun 15 vulnes, quoi. Et il y a plein de techniques d'exploitation pour 3 vulnes sous-jacentes, c'est vraiment confusion file name, handler arbitraire et... Je vais la voir, le troisième, rewrite condition, rewrite rule où tu contrôles le préfixe. Genre juste celle-là, là, elle est belle. Tu te dis, tout ce qui est broken quelque chose, tu le remplaces en $1. T'as oublié un petit slash qu'elle a là. Bon, bah t'as oublié un petit slash, ça veut dire que broken toto tatatiti, ça devient juste toto tatatiti. Donc broken proxy Unix machin devient uniquement proxy Unix machin et tu vas SSRF, Unix, file read, file... Enfin... Et là, il a ouvert une boîte de Pandore parce que tu montres un truc comme ça, bien sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir s'amuser à aller faire de la variant analysis, tacler le projet, faire du diff sur les patchs, réencoder, redésencoder des trucs qui ont été testés. Il est monstrueux. Et en plus d'être monstrueux, ce papier, enfin ce blog post est monstrueux. Absolument insane. Voilà, je pense qu'on va repasser en facecam. Bravo. Vous êtes pas moins de 14 à être encore vivant et à avoir écouté le matrixage de fin. Bien joué, vous avez survécu. Force, clairement. Par habitude, je me permets de vous réoffrir un petit Linktree à partager pour faire découvrir ce qu'on essaie de créer et de continuer à vous partager de manière hebdomadaire aux copains, à faire grandir un peu la commu, à rejoindre le Discord surtout pour venir parler et envoyer vos meilleurs mèmes. Et voilà, je pense qu'on peut se laisser. Petit mot de la fin, ouais. Bravo Orange, continue comme ça. Clairement. Pas trop souvent s'il te plaît quand même. Le nombre de gens qui vont hurler en se rendant compte qu'ils avaient des plugins, des outils qui se reposaient sur ça et qu'il va falloir changer tout le design à cause d'un gars en sécu qui a tout pété. Ah, les pauvres. Bref. On se laisse là ? Bah ouais, carrément. Allez. Messieurs, mesdames, merci encore d'être passés, d'être restés, même si du coup de vent, ça fait toujours très plaisir. Pas de stream semaine prochaine parce que je vais faire du parapente à la dune du Pilat. Souhaitez-moi une bonne météo. Et s'il fait moche, peut-être que je serai là quand même. Mais j'espère qu'il fera pas moche. Des bisous, bonne rentrée à tous les étudiants InfoSec et à bientôt. Salut, bonne soirée. Et...